Téléspectateurs de la région de Dioula, bienvenue dans votre émission Les Grands Jurys. Ce soir, les Grands Jurys reçoivent le président de la Ligue démocratique pour le changement. Vous l'aurez compris, nous recevons ce soir pour vous le général Moussa Sinko Koulibaly. Bonjour, bonsoir au général. Bonsoir. Général, avec moi pour vous interroger ce soir, Abdraman Keïta, directeur de publication du journal Le Témoin. Bonsoir Abdraman. Eladji Chana Takiou, directeur de publication du journal Le 22 septembre. Bonsoir Chana. Bonsoir Barou. Et je suis Oumar B. Sidibé pour ceux qui nous suivent sur la radio Renouveau FM ou la 98.1 FM. Mon général, peut-être première question, quelle appréciation vous faites déjà de ce jury? Qu'est-ce que vous pensez de la composition de ce jury? D'abord, remercier tous les trois oui. de l'opportunité qui m'est donnée et dire tout simplement que je suis à disposition pour répondre à vos questions. Okay. Et voilà, j'espère qu'on va pouvoir y répondre un peu aux attentes des téléspectateurs. Oui, souhaitons. Abdraman, vos attentes? Bon, déjà, mes attentes commencent un peu à être... Mes attentes étaient vraiment... Mes préjugés lui étaient favorables. Oui. Mais quand vous lui avez posé la question de savoir, il a dévié la question, il a répondu autrement. Il n'a pas du tout répondu à votre attente. Bon, de toutes les façons, je pense que mes préjugés sont favorables. Ce n'est pas la première fois que moi, personnellement, je l'accueille ici. On a déjà eu une partie très agréable avec lui. Il se distingue... des autres de la grande miette par un peu plus de loquacité. Oui. C'est de cela que nous avons besoin pour faire éclater la vérité et je pense que ce sera le cas aujourd'hui. Okay. Chana. Il est réputé être un spécialiste de celui qui évite les questions, qui ne répond pas aux questions. J'espère qu'aujourd'hui, ce soir, il va nous enlever cette étiquette pour répondre véritablement aux questions qui lui seront posées. D'accord. Général, le cap étant déjà fixé, première question de l'émission, j'ai déjà envie de vous faire réagir sur cette mort d'Idriss Déby au front. Vous êtes un général, Idriss Déby qui arbore sa tenue militaire pour aller mourir au front, pendant que vous, général, vous décidez de démissionner de l'armée d'un pays en guerre. Comment vous avez... Est-ce que ça vous gêne déjà cette mort d'Idriss Déby au front, vous en tant que général? Encore une fois, merci pour l'opportunité que vous me donnez. Merci à la chaîne Renouveau Télé. Merci à vous tous les trois. Merci aux téléspectateurs. Et personnellement, je n'ai pas l'habitude de commenter les commentaires. Ce qui est annoncé sur les réseaux par rapport à la disparition regrettable du président Idriss Déby, qui était un ami du Mali, qui était un amoureux du Mali, qui a beaucoup contribué. Sans vous arrêter, c'est un communiqué officiel du Conseil national Conseil militaire de la transition du Tchad qui l'a annoncé ainsi, que le maréchal est mort au front. Vous êtes journaliste. Oui. J'ai eu l'opportunité, la chance dans ce pays de gérer les affaires de l'État jusqu'à un certain niveau. On sait à ce niveau comment les choses se passent. Okay. Dans le feu de l'action, des fois, les prises de décision peuvent être en décalage, en déphasage avec la réalité des choses. Donc, je préfère qu'on donne le temps au temps, savoir exactement ce qui s'est passé. Vous êtes au courant, il y a eu plusieurs versions par rapport à ce qui s'est passé ou ce qui ne s'est pas passé. Donc, je préfère ne pas commenter les commentaires. Oui. Comme j'ai dit, ce qui semble être une certitude, c'est la disparition du maréchal du Tchad, qui est un ami du Mali, qui nous a aidés, qui a beaucoup contribué à la stabilité du Mali, qui a encore des troupes sur le sol malien. Donc, nous saluons la mémoire de l'homme. Nous adressons nos condoléances au peuple tchadien, toute notre sympathie et nos pensées à sa famille. Et à partir de là, les jours et les semaines à venir, nous saurons exactement ce qui s'est passé. Et politiquement et aussi par rapport à l'évolution de la géopolitique et de la géostratégie dans la sous-région, on verra qu'est-ce qu'il faut dire et qu'est-ce qu'il faut faire. Allez-y, Chana. Mon général, quel que soit le commentaire concernant Idriss Déby, les conditions dans lesquelles il est mort, je pense que
l'essentiel pour les Maliens et la communauté internationale, c'est que c'est un véritable général, maréchal. C'est quelqu'un qui a aimé son pays. C'est quelqu'un qui s'est battu sur son pays, pour son pays. C'est un général président qui est allé au front. Il a fait la comparaison avec nos généraux qui sont là. Il s'agit de répondre par rapport à cette comparaison. Driss Déby est un véritable général, un général qui se bat. Il est parti au front plusieurs fois étant président de la République. Comparaison avec nos généraux. Idriss Déby est président du Tchad. Nous sommes ici au Mali. C'est deux pays différents. Comprenez que nous sommes dans des contextes différents. Comprenez que les réalités du Tchad sont différentes des réalités du Mali. Comparaison n'est pas raison. Je préfère qu'on discute des problèmes du Mali et ne perdons pas trop de temps à faire des comparaisons qui ne vont pas nous avancer dans la recherche des solutions des problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Idriss Déby, je le respecte. Les Maliens respectent Idriss Déby. Tout le monde connaît ce qu'il a fait comme effort en tant que personne et ce que le Tchad a fait comme effort en tant que nation pour aider le Mali quand le Mali en avait besoin. Les Maliens sont reconnaissants. À partir de là, je pense que tout le reste des comparaisons, il faut savoir mesurer, il faut mettre les choses dans leur contexte. Et voilà, nous vivons des situations complètement différentes. Monsieur le ministre, ça fait quand même 3 années que vous, personnellement, au Mali, revenons au Mali, vous avez démissionné de l'armée malienne. Avec le recul aujourd'hui, vu le contexte dans lequel le Mali vit de guerre, est-ce qu'il ne vous est pas arrivé de penser que vous êtes beaucoup plus utile à l'armée, pour votre pays, que sur la scène politique? Vous savez, un pays, c'est tout un ensemble. C'est comme dire qu'un comportement de la vie de la nation peut être beaucoup plus important que les autres comportements. Moi, je respecte tous les Maliens. Je parle bien du contexte. Nous sommes quand même dans un pays insécure, un pays de guerre, un pays différent. Nous ne sommes pas dans un pays normal. Quand dans un pays normal, je demande si avec le recul, non, je ne peux pas comprendre et je ne peux pas accepter que vous commencez à me dire que l'insécurité dans un pays, que ça se combat seulement avec l'armée. Mais je pense que vous avez dépassé ces niveaux d'analyse des choses. Donc l'insécurité, ça se débat, ça se combat sur plusieurs terrains, et en particulier sur le combat politique. Et si quelqu'un dit j'ai une expérience... Mais l'armée a quand même la prépondérance dans le combat de l'insécurité. Je respecte votre point de vue. Je respecte pour votre point de vue, mais ce n'est pas mon avis. C'est pas mon avis. C'est pas mon avis. Donc pour combattre l'insécurité, c'est-à-dire que ça se fait à plusieurs niveaux. Et aujourd'hui, la crise que nous connaissons au Mali, c'est plus une crise de gouvernance qu'une crise sécuritaire. Avant de passer la parole à Chana, peut-être j'ai envie de faire réagir le général sur la situation de sa barbe qui a fait le chou gras des réseaux sociaux à un moment donné. Est-ce que vous avez arrangé la barbe pour les besoins de cette émission, par exemple? Vous savez, vous m'avez appelé, je crois, il y a tous 2 jours pour me proposer cette émission. Oui. Et je pense que je suis passé sur d'autres émissions avant où j'étais sans barbe. Donc dire que j'ai arrangé la barbe pour l'émission, je pense que vous avez la réponse à la question. Ceci dit, la barbe, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Oui. Je pense que c'est l'absence de barbe qui doit questionner pour un homme. Oui. Parce qu'il faut se raser tous les matins. Au contraire, quand on ne se rase pas tous les matins, la barbe, c'est tout à fait naturel. Et 2, la barbe, c'est sain. La barbe protège l'homme. Ça protège l'homme. Et les médecins peuvent confirmer ça. Et 3, pour moi, la barbe, c'est une liberté, c'est une forme de liberté. Oui. Donc, être soi-même et accepter soi-même. Et quatrièmement... Et pendant tout le temps où vous étiez imberbe, vous ne l'avez pas compris comme ça, oui, quoi. Pendant tout le temps où vous étiez imberbe, c'est parce que vous étiez à l'armée, ce n'était pas permis? Non. C'est-on vu en ça comme une sorte de marketing politique, par exemple? Il en a le droit. Oui, c'est tant mieux aussi, pourquoi pas. Mais ceci dit aussi, je l'avais mis comme un signe de sagesse. Oui. Parce que dans notre pays, il y a certains signes extérieurs. Quand vous abordez ça, vous vous interdisez un certain nombre de choses. Okay. Donc pour moi, il s'agissait de franchir une étape de sagesse et de pouvoir me conformer à cela. Peut-être un clin d'œil aussi aux religieux. Oui, allez-y, Achana. Monsieur Koubeli, vous êtes le président de la Ligue démocratique pour le changement, une formation politique. Ici au Mali, vous êtes surtout connu comme étant l'un des putschistes le plus célèbre, qui a contribué au départ de feu Amadou Toumani Touré du pouvoir. En 2012, oui. En 2012. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas gêné
d'avoir perpétré ce coup d'État qui a enfoncé le pays, tombé plus bas que terre, selon l'expression même de Seydou Badian Kouyaté. Est-ce que ça ne vous gêne pas aujourd'hui, un moment où vous avez tronqué votre tenue, votre treillis par la tenue. Oui. Donc, de putschistes, vous défendez aujourd'hui des valeurs démocratiques en tant que leader politique. Ça ne vous dit pas quelque chose aujourd'hui? Il n'y a pas une remise en cause, une introspection? Vous comprenez, dans la vie, il faut savoir évoluer, il faut savoir apprendre des leçons. Et, je suis quelqu'un, j'apprends tous les jours. Et ce qui est important pour moi, c'est de se battre pour mon pays, et c'est ce que j'essaie de faire. Nous sommes des hommes, nous ne sommes pas parfaits. Et le Mali a connu une histoire récente avec beaucoup de déchirures. Je me consacre actuellement à la recherche de solutions. Comment faire en sorte que les Maliens se rassemblent, comment faire en sorte que le tissu social qui est déchiré, l'unité nationale qui est mise à mal, comment on peut retrouver l'unité nationale, comment faire en sorte que la sécurité revienne ici au Mali, comment faire en sorte que la bonne gouvernance revienne ici au Mali. Vous avez parlé d'une période particulière de l'histoire du Mali, vous avez parlé du coup d'État de 2012 oui. En disant que je suis un acteur célèbre de ce coup d'État. À mon avis, ceux qui étaient les acteurs politiques de cette période ont longtemps parlé du coup d'État avant ce coup d'État. Donc pour dire que les ingrédients du coup d'État étaient là et ces ingrédients ont été apportés par ceux qui dirigeaient le pays. Donc penser, comme on dit, voilà, c'est-à-dire qu'il faut chercher les vraies causes au lieu de s'attaquer uniquement aux symptômes. Quand on veut guérir un mal, on cherche à aller aux racines du mal. On ne se limite pas seulement aux manifestations du mal. Donc je vois que vous passez plus de temps à disserter sur les manifestations, pensant que c'est les causes profondes du mal. J'aimerais qu'ensemble, qu'on aille à la source, à la racine, qu'on essaie de soigner le mal à la racine pour nous éviter des répétitions de ce que vous regrettez comme acte qui s'est passé en mars 2012. Donc à partir de là, nous aimons tous ce pays. Nous sommes engagés dans la construction d'un nouveau Mali. Ce nouveau Mali a besoin de tous ses fils, a besoin en particulier de l'expérience. Je comprends cette littérature. Est-ce que cela veut dire que vous ne vous êtes pas remis en cause, que vous avez contribué à faire chuter ce pays plus bas que terre à travers le coup d'État de 2012? À quelques mois de la fin du mandat d'ATT, vous avez perpétré un coup d'État qui a favorisé les djihadistes à occuper le nord du pays. Vous n'êtes toujours pas conscient de cette situation? Je me pose le rôle que vous avez joué dans la chute du pays? Je me pose la question si on était dans le même pays en 2012 ou si on est en train d'interpréter les mêmes événements. Vous parlez d'une histoire récente que tous les Maliens ont vécue et vous avez une lecture complètement en déphasage de la réalité. Donc malheureusement, je ne peux rien pour vous par rapport à ça. Vous avez votre lecture de la chose. Je respecte cette lecture, mais cette lecture est très très différente de la réalité. Donc à partir de là, la réalité est que le pays de 91 à 2012, là où il y a eu le coup d'État, c'est que les politiques ont géré le pays. Vous étiez amis de beaucoup de ces politiques. Et malheureusement, vous avez conduit le pays. Et vous étiez où? Vous étiez ministre de la République, vous étiez général, vous avez la manette à la main. Non, on parle de mars 2012. Mars 2012. Vous étiez dans le système, au cœur du système. Vous avez géré les élections. Vous avez fait le coup d'État. Les élections, c'est après. Les élections, c'est en 2013. Donc vous confondez tout. Pas que non, je ne confonds pas. Non. Je pense que la confusion est à votre niveau. Parce que tout à l'heure. Il faut préciser ta question. Il a voulu choisir une responsabilité. Vous avez été ami de toutes les choses. Amitié que j'assume pleinement. Mais j'ai dit, vous avez votre main était dedans. Vous étiez ministre. Vous étiez parmi les sous la transition, ministre sous la transition. Les intellectuels. Après le coup d'État. L'intellectuel du groupe Sanogo, celui qui était l'intellectuel du groupe de Sanogo. Et ceux qui ont porté le plus grand mal à cette république. Et il a été ministre d'IBK. Il a été ministre d'IBK. Et jusqu'à présent, il ne se rend pas compte de sa responsabilité. Il refuse une introspection, monsieur mon général. Je pense que, en tant que responsable politique, aujourd'hui,
Ma mission, ce n'est pas de parler de moi-même et d'aller dire aux Maliens que je suis beau ou que je ne suis pas beau. C'est de proposer... votre responsabilité personnelle dans la chute du pays. Permettez-moi de... Parce que vous voulez diriger le pays alors que vous avez contribué à faire tomber le pays. Permettez-moi de proposer un projet de société aux Maliens. Permettez-moi, non, je vous en prie, je vous en prie. Vous lui avez laissé parler. Laissez-moi au moins... Allez-y, président. Voilà. Donc, on est là aujourd'hui pour proposer un projet de société aux Maliens. Les historiens se chargeront d'écrire l'histoire du Mali, de faire les parts de responsabilité de qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Ce qui est important pour moi, aujourd'hui, nous sommes en 2021, le Mali a besoin d'unité, le Mali a besoin de sécurité, les Maliens ont besoin d'éducation, de progrès social et de progrès économique. Je travaille pour ça, c'est ce qui est important pour moi. Moi, je regarde vers l'avenir et ce qui s'est passé dans l'histoire du Mali, tout le monde le connaît. Vous avez votre jugement que je respecte. Ce jugement est très loin de la réalité, donc je ne vais pas perdre mon temps à discuter de quelque chose qui n'est pas vrai. Allez-y, Abdallah. Voilà. Oui, effectivement, mais il est vrai quand même que on a comme l'impression que vous prenez pour cause profonde vos justifications de cet acte-là de 2012. Ce ne sont que vos justifications. Parce que si vraiment on doit aller vers des causes, si on doit interroger ce qui s'est passé, comme l'a dit Chana, en 2012, l'acte avait été posé. Je ne dis pas que c'est vous qui l'avez posé, mais l'acte avait été posé pour changer les choses. Mais jusqu'à présent, comme l'a dit mon confrère ici, de 2012 à aujourd'hui, on n'a vu rien qui se soit passé mieux que sous le régime que vous avez fait tomber. C'est là qu'on pense qu'en réalité, vous ne vous interrogez pas sur, c'est-à-dire l'utilité, l'opportunité de l'acte que vous avez posé en 2012. Vous savez, c'est une façon assez curieuse que de justifier une mauvaise gestion en disant que quelqu'un d'autre n'a pas fait mieux. Une mauvaise gestion est une mauvaise gestion. Non, le changement, pas une mauvaise gestion. Je vous en prie. On ne change pas la mauvaise pour le pire. Ça aussi, vous devez l'admettre, général. Oui, c'est pas parce que quelque chose est pire que ça va justifier la mauvaise gouvernance qu'il y avait. Ah, mais ça peut remettre en cause le changement de ce qu'on est. Quand c'est mauvais, c'est mauvais. Mettons-nous d'accord sur ça. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Ah, oui. Ok. On avait un système qui n'était pas... C'est mauvais, donc il faut détruire. Puisqu'en réalité, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, on a détruit et aujourd'hui, on n'a plus un pays. Oui. Puisque depuis l'acte, comme il l'a dit, de 2012, on n'a plus un pays au Mali. Et alors que nous en avions. Ah bon? Ah si, on en avait. On savait au moins que le pays était délimité jusqu'à Kidal. Aujourd'hui, le pays, on ne sait même pas où c'est que ça se délimite. Oui. On ne connaît pas les limites actuelles. On va laisser les généraux. Non, je suis tout à fait à l'aise avec ça. Hein. Je vais vous dire, ce qui s'est passé en mars 2012, c'est les conséquences de la mauvaise gestion politique de 1991 à 2012. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, c'est ça. Maintenant, à partir de là, il y a des acteurs politiques comme moi qui se sont engagés en disant il faut le changement au Mali. Et nous nous battons pour le changement. Nous savons aujourd'hui que le pays est dans une situation difficile. Si vous voulez tout justifier par ce qui s'est passé en 2012, vous avez la liberté et c'est votre droit. Mais je dis de causes profondes, parce qu'il faut vraiment interroger les causes profondes. On interroge 2012. Oui, vous ne pouvez pas passer l'éponge sur ce qui s'est passé en 2012 alors que nous vivons encore les conséquences de 2012. Non, c'est votre analyse. C'est pas mon analyse, c'est la réalité. Je ne partage pas ce point de vue. Donc, on va passer. On pourrait passer toute l'émission. Non, on ne va pas continuer. On est là. Non, on est là pour que ceux qui nous écoutent, qui puissent apprécier et avoir des informations claires. Vous avez votre appréciation de ce qui s'est passé en 2012. Vous dites que ce qui s'est passé en 2012, que les événements de mars, que c'est à partir de là... Ce sont les approches philosophiques, tout est relatif, c'est clair, ça on le sait. Allez-y, mais si vous le savez, vous n'allez pas insister sur ce qui s'est passé en 2012. Mais ceci dit, aujourd'hui, on est dans une situation... On est dans une situation... On va parler de situation. C'est même fataliste. Allez-y, la question. Une autre question, ma question. Très rapidement. C'est vrai, bon, parlons du présent. C'est vrai que vous vous battez depuis le temps, vous semblez vous battre quand même pour le changement. Mais on ne vous sent plus depuis un certain temps, depuis que Ibeka est tombé. Vous avez comme l'impression d'avoir adopté une posture mythique qui ne se comprend pas. Est-ce que parce que vous avez trouvé votre compte dans ce qui s'est passé en 2018, ou est-ce que la décision en 2020, est-ce que le 18 août 2020,
Est-ce que la déchéance d'Ibeka était vraiment une fin en soi? Je suis président d'un parti politique qui a un projet de société. Je vous invite, si ça vous intéresse, d'aller sur notre site pour lire. Je voulais une autre question à ajouter. Est-ce que vous avez abjuré vos ambitions? Parce que vous avez quand même... Bon, il faut aller étape par étape. Vous posez trop de questions, on n'a pas le temps de répondre à une question, vous posez une autre question. Donc finalement, non, finalement, on ne sait pas ce que vous voulez. Non, finalement, on ne sait pas ce que vous voulez. Vous êtes parti de 2012, vous venez à 2020, vous allez à 2021, et voilà, vous allez à Ibeka, vous revenez. Finalement, le téléspectateur, il ne comprendra rien. Donc, posez les questions une à une, je pourrai les répondre. Et voilà, ça permettra au téléspectateur de comprendre. Ce que j'ai dit, ce que j'ai dit, ce que j'ai dit. C'est les trois questions qui pourraient expliquer sa posture mythique. Est-ce qu'il a trouvé son compte? Est-ce que la déchéance d'Ibeka est une fin en soi? Ou est-ce qu'il a abjuré ses ambitions? Allez-y. Voilà, c'est tout. Je suis président d'un parti politique qui s'appelle la Ligue démocratique pour le changement, qui est un projet de société pour les Maliens. J'ai dit, si ça vous intéresse, le site est disponible, les documents sont disponibles. Nous nous battons pour une cause, nous nous battons pour un Mali nouveau, un Mali croix, qui sera caractérisé par la bonne gouvernance, l'éducation pour tout le monde, la sécurité pour tout le monde, des opportunités d'emploi pour les jeunes et aussi le progrès social et économique. Nous nous battons pour ça. Et ça ne s'obtient pas du jour au lendemain. Et ça ne se fait pas en faisant du bruit sur tous les toits, en disant je suis là et je suis là, il faut me remarquer. Ça se fait par un travail de fond que nous essayons de faire. Nous essayons d'aller vers les Maliens, essayer de rassembler les Maliens. Ça ne se fait pas sur les plateaux de télé. Malheureusement, ça se fait sur le terrain et c'est ce que nous faisons. Nous allons sur le terrain, nous avons confiance aux Maliens, nous essayons de rassembler les Maliens. Les Maliens, une partie des Maliens commencent à nous faire confiance et nous nous préparons pour les échéances à venir en disant aux Maliens, faites-nous confiance et nous allons aller aux élections. Vous n'aviez pas la même posture sous Ibeka. Est-ce qu'aujourd'hui, vous trouvez votre compte mieux que sous Ibeka? C'est pour cela que vous n'êtes pas sur tous les toits. Ne me parlez pas de Ibeka. Parce qu'on vous a vu sur le front, on vous a même vu aux abords, certains couloirs, vous avez vu aux abords de Sédou-Nikoro, lors de certaines marches qui voulaient prendre d'assaut le domicile du président de la République. Aujourd'hui, on ne voit pas, personnellement, moi je ne vois pas les choses changer mieux que du temps où on vous voyait sur le front autant. Donc c'est pourquoi on vous demande, est-ce que vous avez déjà votre compte dans ce qui se déroule actuellement? On se bat au quotidien, aux côtés des Maliens, pour obtenir le changement. C'est ce que nous essayons de faire et nous sommes sur le terrain tous les jours. Et le pays est en train d'aller vers une direction qui vous convainc mieux que par le passé. On va parler de la transition. Nous nous battons pour la bonne gouvernance. Nous n'avons pas encore... Nous avons une période de transition. Pour moi, une période de transition... Nous allons faire le point de cette transition. Non. Permettez-moi d'avoir le temps de répondre. S'il pose des questions, permettez-moi au moins le temps de donner mon point de vue. Ça vaut ce que ça vaut. Après, les téléspectateurs jugera. J'ai dit aujourd'hui, nous avons décidé d'aller au contact avec les Maliens. Ces dernières semaines, nous avons fait beaucoup de déplacements à l'intérieur du pays et en fonction des lieux qui étaient accessibles, disponibles, partout où nous sommes mieux organisés, nous sommes allés pour vous faire partager notre vision pour le Mali courant, notre vision pour la bonne gouvernance au Mali, quels sont ce que nous proposons aux Maliens comme projet. C'est sur ça que nous travaillons. À partir d'un moment, si vous dites que quelqu'un ne fait pas bien, quand vous dites qu'un système est mauvais, il ne s'agit pas seulement de critiquer. Au bout d'un moment, vous arrêtez de critiquer, vous proposez des solutions. À un moment, on faisait plus de critiques. On disait c'était pas bon, c'était pas bon. Maintenant, nous disons aux Maliens, nous savons faire mieux et comment nous comptons faire mieux. C'est ce travail que nous faisons. Allez-y, Chana. En clair, mon général, en vous écoutant, vous avez de l'ambition pour ce pays. Parce que vous avez parlé d'emploi, des meilleures conditions de vie, de travail. Est-ce à dire que vous êtes déjà candidat pour la prochaine présidentielle? Ça veut dire qu'il n'a pas abjuré ses ambitions. J'ai été candidat en 2018. Oui. À l'époque, on n'avait pas de parti politique. On avait juste un mouvement à caractère politique qui soutenait cette candidature. Après ça, nous nous sommes donné les moyens, conformément à la législation en vigueur, de créer un parti politique pour nous permettre de participer au débat politique, d'apporter notre contribution. Ce parti politique a des règles de fonctionnement. Aujourd'hui, j'ai la chance de présider ce parti politique. Nous n'avons pas encore mis en place la procédure
qui va nous permettre de désigner un candidat. Mais ce que je peux vous dire déjà, en tant que parti politique, nous nous préparons pour tous les rendez-vous électoraux à venir. Et nous allons être présents à tous ces rendez-vous électoraux, que ce soit les locales, que ce soit les législatives, que ce soit l'élection présidentielle. La Ligue démocratique va participer à tous ces rendez-vous avec ses moyens et avec ses candidats. Oui, en tant que putschiste en 2012, quelle relation vous avez avec les putschistes de 2020? Bon, votre façon de qualifier les choses, donc je ne suis pas sûr qu'il y ait eu putsch en 2012, je ne suis pas sûr non plus qu'il y ait eu putsch en 2020. Donc, et vous avez accepté d'être amnistié par l'Assemblée nationale en raison de votre putsch, et aujourd'hui vous dites que vous n'êtes pas sûr qu'il y ait eu putsch. Continuez dans votre raisonnement. En 2012, il faut relire l'histoire, vous allez comprendre. En 2012, il y a eu une insurrection qui a conduit à la démission du président ATT. En 2020, il y a eu une insurrection populaire qui a été achevée par l'apparition des militaires sur la scène politique. Voilà les deux événements qui ont eu lieu. Ok, vos rapports avec les putschistes. Le CNSP, l'ex-CNSP. Aujourd'hui, je suis président des partis politiques, je m'occupe de mon parti politique. Ok. Le calendrier électoral vient d'être donné par le gouvernement régional. C'est un calendrier qui suscite aujourd'hui beaucoup de débats au niveau de certains observateurs, par exemple. Quel jugement faites-vous de ce calendrier électoral et référendaire? Ce calendrier me dit une chose, que la transition montre une bonne volonté de respecter la durée des 18 mois, un engagement qui a été pris devant le peuple malien, et aussi engagement renouvelé et répété devant les pays voisins au sein de la CEDEAO. Donc ça veut dire que quelque part, il y a une manifestation de bonne foi d'essayer de respecter cet engagement qui a été consigné dans la charte. Donc je me dis à ce niveau, c'est un bon point. Et deuxième point, ce calendrier a été fixé en toute liberté par l'équipe de transition. À partir de là, je suppose que l'équipe de transition a analysé tous les contours avant de fixer l'agenda. Donc s'ils ont fixé l'agenda, ça veut dire que l'équipe a étudié la faisabilité et les conditions logistiques, financières et tout qu'il faut réunir, sécuritaires, qu'il faut réunir pour aller à l'élection. Et troisièmement, nous en tant que parti politique, nous sommes ceux qui vont à la compétition. Notre rôle, c'est de préparer ces compétitions. À partir du moment où la charte a été... c'est la charte qui est en vigueur actuellement et qui dit 18 mois. Nous, on n'aura pas d'excuses au bout de 18 mois pour dire qu'on n'est pas prêt pour les élections. Donc, nous nous préparons pour les rendez-vous. Nous souhaitons tout simplement que ces rendez-vous se passent dans la concorde, dans la paix et dans l'unité nationale. Et aussi qu'il y ait une grande transparence autour de tout ce processus. Et en disant aussi, en tant que parti politique ou tout simplement en tant que personne ressource, si on peut apporter une contribution pour permettre à ces processus de pouvoir se dérouler tranquillement et avec à la clé des résultats acceptables pour tout le monde, nous sommes disponibles pour le faire. Ok, Abdraman. Oui, mais est-ce que vous devez, vous, en tant que parti politique, protagoniste des élections, partie prenante, vous fiez seulement aux autorités de la transition pour ce qui est de la faisabilité de ce calendrier? Vous avez eu à organiser quand même des élections. Oui. Vous avez une expérience dans l'organisation des élections. Vous pensez que les conditions sécuritaires permettent aujourd'hui d'obtenir des élections sans contestation post-électorale qui pourrait avoir aussi engendré encore d'autres situations, d'autres crises qu'on a déjà connues en 2018, puisque il faut rappeler que la chute d'Ibeka est le corollaire quelque part des conditions dans lesquelles les élections générales 2018 avaient été organisées. Non, malheureusement, c'est pas ça. La contestation anti-régime Ibeka a commencé bien avant la fin du régime Ibeka. Déjà après 1 an ou 2 ans d'exercice de pouvoir. Et je le maintiens que surtout les élections générales, pour ce qui concerne les législatives, ont été un élément déclencheur de ça. Et les contestations, y compris vous, avez commencé à contester depuis la présidentielle. Vous avez dit que, à l'époque, je me rappelle, vous avez dit que ce qu'on appelle élection s'est déroulé. Vous avez contesté les élections de 2018. Après les élections de 2018, vous les avez bel et bien conduites, la présidentielle. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'aller à des élections dans des conditions beaucoup plus au rabais qu'en 2018 et vous êtes en train de les accepter. L'élection de 2018
Les législatives après ont été tout simplement la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le régime Ibeka était à bout de souffle longtemps avant. Malgré son élection? Il n'a pas été élu, il n'y a pas eu d'élection. Vous-même, vous l'avez rappelé. Est-ce qu'il y aura élection? Bien sûr. Il y aura élection en 2022, vous êtes sûr bien sûr qu'il y aura élection. Quelle est la différence? Quels sont les éléments de comparaison qui vous permettent de dire qu'hier, il n'y a pas eu élection et aujourd'hui, il pourrait y en avoir? La première des choses est que les acteurs ne sont pas les mêmes. Pour rappel, les dernières législatives organisées par le ministère de l'administration territoriale, jusqu'à la remise des résultats à la Cour constitutionnelle, il n'y a eu aucun problème. Il n'y a eu aucun problème. Les résultats ont été acceptés par les acteurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous savons organiser les élections. Ça veut dire que le ministère de l'administration territoriale sait organiser les élections. Les problèmes ont commencé quand les résultats ont été donnés à la Cour constitutionnelle. Ce qui s'est passé à la Cour constitutionnelle, nous le savons. Et heureusement ou malheureusement, je ne sais pas comment il faut, ça dépend de là où on se situe, cette Cour constitutionnelle n'est plus là. Donc les acteurs ont changé. Donc à partir de là, il n'y a pas de raison. Nous sommes des Maliens, nous aimons tout ce pays. Il n'y a pas de raison que nous continuions à être dans les mêmes erreurs perpétuellement. Ceux qui sont aujourd'hui à la Cour constitutionnelle, j'ose espérer que ces hommes et ces femmes vont tirer les leçons des difficultés qu'il y a eu il y a quelques mois lors de la validation des résultats des législatives. Sinon, en matière d'organisation pure des élections, les dernières élections législatives, il n'y a eu aucun problème. Ça a été organisé. Les dernières présidentielles, puisque... J'ai dit les acteurs ont changé. Ceux qui ont organisé l'élection présidentielle en 2018 et ceux qui sont là actuellement ne sont pas les mêmes. Cher, allez-y. Voilà. Mon général, il y a l'ancien ministre de la Défense. Hein, vous étiez dans le même gouvernement, vous étiez ministre de l'administration territoriale. Il était à l'époque ministre de la Défense, Yamoussa Kamara, a publié récemment un livre qui a fait beaucoup de bruit. Mais moi, je voudrais seulement savoir si le général Yamoussa Kamara était membre du CNDRR, comme vous, à l'époque. Yamoussa Kamara était ministre de la Défense. Ouais. Et voilà. C'est sa qualité officielle de l'époque, c'est son titre officiel de l'époque. Je m'en tiens à ça. Il n'était pas CNDRR. Yamoussa Kamara était ministre de la Défense. Ok. Général, est-ce que vous avez lu ce livre déjà, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez lu ce livre? Est-ce que toute la vérité a été dite dans ce livre, par exemple? Le fait de lire le livre ou de ne pas lire le livre reste une affaire personnelle. Oui. Donc, je n'ai pas envie de commenter ça sur un plateau de télé. Oui, mais voilà. Quel commentaire faites-vous de la sortie de ce livre? C'est bien, le titre du livre dit tout. Ma part de vérité. Oh, il a dit sa part de vérité, donc il n'y a pas à commenter. Il dit c'est ma part de vérité. Donc, quelqu'un qui dit ma part de vérité, on ne peut pas contester ça. C'est sa vérité. Et la vérité peut avoir plusieurs angles. Et voilà, il a dit sa vérité. Il faut respecter sa part de vérité. Allez-y. Ça soulève quand même un grand problème dont vous avez été témoin. C'est le problème de la confrontation béret rouge, béret vert. C'est l'essentiel du livre est concentré sur ça. Qu'est-ce que vous pensez du traitement qui a été fait de cette situation, de ce dossier, par rapport aux arrestations, cette loi d'entente nationale, tout ça? Alors, vous pensez que c'est quelque chose qui peut calmer les choses? Non, mon point de vue est très simple et très clair. J'ai tout le temps dit que je fais confiance aux institutions de la République. Je suis républicain, je suis démocrate, je respecte les institutions de la République. Mais pas la Cour constitutionnelle qu'on avait déchu, c'était une institution républicaine. Non, non, attends, nous, on avait eu un député élu par les résultats donnés par le ministère de l'Administration. Quand la Cour constitutionnelle a décidé d'invalider, on a accepté. On n'était pas d'accord, on a accepté. Donc, ceci dit aussi, le traitement du dossier béret rouge, béret vert, ça a été traité par la justice et par d'autres mécanismes de recherche de solutions et de réconciliation nationale. Nous faisons confiance à ces mécanismes. À partir de là, la justice s'est prononcée et a tiré les conséquences des consultations qui avaient eu lieu auparavant. Nous nous rageons derrière et nous respectons ces institutions. Et voilà. Est-ce que dans ce cas, le livre de Yamoussa Kamara n'est pas perçu comme un cheveu dans la soupe qui vient réveiller un peu les choses selon vous? C'est toujours bien que toutes les vérités soient dites et ça permettra
à ceux qui vont venir après d'avoir des sources d'inspiration et d'éviter éventuellement, s'il y a eu des erreurs, de ne pas tomber dans les mêmes erreurs. Chana, votre dernière question. Ma dernière question, c'est que dans le livre évoqué, le général Yamoussa tire à boulet rouge sur Boubé, qu'il accuse de tous les noms d'oiseaux. Il m'est revenu que c'est le même Boubé qui a concocté la loi d'entente nationale. Il est allé jusqu'en Algérie pour voir comment est-ce que le fils a géré son problème, prendre ce qui s'est passé en Algérie pour venir l'adapter au contexte malien. Donc ce Boubé, qui serait, d'après Yamoussa, à l'origine de ces arrestations, et c'est le même Boubé qui a dénué l'affaire à travers cette loi d'entente nationale. Est-ce que vous reconnaissez à Boubé ce rôle de réconciliation qui a initié la loi d'entente nationale afin qu'il y ait la paix, afin que vos amis ne soient pas condamnés? En venant sur ce plateau, surtout en ce moment particulier de la vie de notre nation, j'avais espéré réellement qu'on allait parler des problèmes des Maliens. Malheureusement, on est en train de passer complètement à côté. J'en suis réellement désolé pour ceux qui nous regardent actuellement, parce que j'aurais aimé qu'on parle des difficultés économiques, j'aurais aimé qu'on parle d'insécurité. Sauf que ces questions ont été énormément commentées par les Maliens. Oui, non. On veut proposer des solutions aux Maliens et non commenter les commentaires. C'est ce que j'ai dit. Je ne suis pas là pour commenter les commentaires. Donc il y a d'autres qui sont là pour le faire et il y a d'autres qui ont le temps pour ça. Et aujourd'hui, quand on se propose de dire oui, les Maliens, on a des solutions pour vous, et quand vous venez sur un plateau... Il évite les questions, hein. Il va dans des commentaires. Et quand vous venez sur un plateau, je pense qu'il faut proposer des solutions aux Maliens. Quand vous passez toute l'émission à me poser des questions sur les personnes physiques, sur des pans de l'histoire qui ont été mal interprétés par vous-même, et je pense que les Maliens vont se dire, mais finalement, on fait confiance à qui? Et Dieu merci, aujourd'hui, nous, avec notre vision, ce que nous proposons aux Maliens, les Maliens commencent à nous suivre, commencent à nous croire et commencent à dire, oui, on peut espérer, tout n'est pas perdu. Et aujourd'hui, venir pour me parler d'une partie de l'histoire qui a été déformée, aujourd'hui, à mon avis, ce n'est pas ça qui va aider les Maliens. Okay. Aujourd'hui, les Maliens ont besoin de savoir comment l'insécurité va finir. Les Maliens ont besoin de savoir comment nos enfants... Vous avez la solution? Oui, nous avons la solution. Bien évidemment, nous avons la solution. Nous proposons... C'est pourquoi j'ai dit que je vous invite à lire notre projet de société. Tu l'avais dit déjà. Oui, voilà, nous proposons des solutions à l'intérieur. Si on n'avait pas de solution, on n'allait pas dire aux Maliens de nous faire confiance. C'est parce que nous avons des solutions pour les Maliens. C'est la raison pour laquelle nous demandons aux Maliens de nous faire confiance. Et nous allons aller aux élections. Avant de donner la dernière question à Abdraman, comment vous jugez déjà le bilan de cette transition? J'ai dit une transition par définition est une transition courte. Le fait déjà de vouloir respecter les 18 mois, pour moi c'est un bon point. Une transition par sa durée et par le fait que c'est une période d'exception, c'est difficile. La transition n'est pas venue avec un projet de société sur lequel on peut le juger. Donc pour moi il s'agit d'expédier les affaires courantes, organiser une élection crédible pour nous permettre de passer à un régime légitime et légal qui va proposer un projet de société aux Maliens et sur lequel ce régime va être jugé. Donc une transition pour moi, une fois que la volonté est affichée de respecter la durée et d'organiser des élections transparentes, pour moi, l'essentiel est sauvé. Okay. Et quelle serait votre posture? Ma dernière question, quelle serait votre posture si vraiment on serait arrivé à ne pas respecter ce délai? Parce que c'est quand même une éventualité. Hein. Avec des si, on peut tout faire. Mais ce que nous sommes en train de faire depuis maintenant, c'est de faire en sorte qu'on puisse accompagner le processus pour que ça se passe bien. Nous, on ne va pas attendre les 18 mois avant de se poser des questions. C'est pourquoi j'ai dit, nous, en tant que parti politique, le rôle que nous devons jouer pour que tout se passe bien, nous allons jouer ce rôle dès maintenant. Et si au bout de 18 mois, et si au bout de 18 mois, il n'y a pas les élections, on ne va pas se rendre compte des difficultés. Au bout de 18 mois, nous allons nous rendre compte des difficultés bien avant ça. Voilà, donc personne ne sera surpris au bout de 18 mois. Quelle sera votre posture? Si aux abords de 18 mois du cap, vous sentez que les choses ne sont pas possibles? Vous voulez que je commence à spéculer avec des si? On a un agenda qui a été donné et nous allons tout faire pour accompagner, pour que cet agenda soit respecté, en fonction des rôles que nous devons jouer. Cette fois-ci, la vraie dernière question. La vraie dernière question, comme il ne répond pas en réalité aux questions. Peut-être à vos questions, hein? Oui, il ne répond pas aux questions, lui-même souhaiterait, il a des questions dans sa tête qu'il voudrait qu'on lui pose.
Donc, malheureusement, je ne sais pas ce qui est dans sa tête pour que je puisse lui poser les questions auxquelles il s'attendait. Vous avez parlé de votre projet de société, de votre programme qui serait sur votre site. Je vous donne vraiment l'opportunité, à travers ma dernière question, de nous dire quelques grandes lignes, vraiment, de votre action si vous êtes élu demain président. Oui. Le pilier principal, pour nous, la richesse d'un pays, c'est les hommes et les femmes. Donc pour nous, la première richesse d'un pays, c'est la ressource humaine. Nous allons investir dans la ressource humaine. Et l'investissement dans la ressource humaine, pour nous, ça passe par l'éducation. C'est pourquoi l'éducation est le premier pilier de ce que nous allons faire. L'éducation, ce n'est pas seulement ce qui se passe à l'école. L'éducation, c'est tout un ensemble. Il y a une partie qui se fait à l'école, il y a une partie qui se fait à la maison, il y a une partie qui se fait dans le quartier, il y a une partie qui se fait dans la collectivité. Donc nous allons investir dans la ressource humaine. Et si vous voulez savoir si les Maliens nous font confiance demain, nous allons commencer nos activités par valider ce que nous aurons proposé comme projet de société par une forme d'assise nationale ou de concertation nationale. Non seulement nous allons proposer des choses aux Maliens pendant la campagne, mais les détails seront proposés pendant les assises nationales, que les Maliens sachent exactement à quelle sauce, enfin, quelles sont les étapes et, du travail que nous allons faire. Mais avant ça, bien évidemment, on fera l'état de la nation pour savoir exactement d'où est-ce qu'on part. Okay. Voilà. Donc, ça vous donne une petite idée et j'espère que ça va vous rassurer sur le fait qu'on sait exactement ce que nous voulons faire pour le Mali. Allez-y, Abdraman. Quoi? Vous n'avez pas plus de... Allez-y, Abdraman. Il y a une question qui... ça peut ne pas lui plaire, mais on va la mener quand même, cette question, puisque c'est aux téléspectateurs, comme il a dit, de juger si réellement ils trouvent leur compte dans les questions que nous posons, et non pas à lui de nous dire si c'est à cela qu'on devait... Allez-y, à la question. Poser des questions en fonction de ce que l'opinion se fait, et l'opinion, les questions sur lesquelles l'opinion s'interroge par rapport à votre... Cela dit, oui. Cela dit, aujourd'hui, nous assistons vraiment à une grande présence dans l'administration de porteurs d'uniformes qui soulève beaucoup de questionnements. Dans l'administration, plus qu'hier, beaucoup plus qu'hier, peut-être même 10 fois plus qu'hier. Qu'est-ce que cela vous inspire? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose dans ce pays d'associer les porteurs d'uniformes, vos anciens collègues, à la gestion dans les proportions que nous sommes en train d'avoir? Pour un pays en guerre, hein, surtout. À mon avis, vous dites que la question pourrait ne pas me plaire. Je ne vois pas, je ne suis pas concerné par cette question. Je dis ça pourrait. Si ça pourrait aussi vous plaire. C'est ce que ça veut dire. Oui. Voilà. Si vous voulez l'esquiver aussi, il n'y a pas de problème. Non, je ne vais pas l'esquiver. Voilà. C'est-à-dire que l'expérience de la gouvernance au Mali, depuis 68 au moins, c'est-à-dire qu'après le départ de Modibo Keïta, les militaires ont été associés de différentes manières. Parlons des proportions dans lesquelles ils sont aujourd'hui. Voilà, c'est ça le problème. Pas, si on en parle aujourd'hui, c'est parce que ça prend des proportions qui étaient différentes de celles auxquelles on avait assisté par le passé. Donc il ne faut pas noyer les choses dans ce qui s'est déroulé dans le passé. Oui. Nous parlons du présent et de ce qui s'est déroulé. Que vous pensez les militaires ont toujours été associés à la gestion des affaires publiques. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau au Mali. De 68 à maintenant, je ne suis pas sûr qu'on ait eu un gouvernement où il n'y a pas eu au moins un militaire à l'intérieur du gouvernement. Donc, avoir des militaires à des postes politiques, ce n'est pas nouveau au Mali. Avoir des militaires à des postes administratifs, ce n'est pas nouveau au Mali. Et ça fait partie, j'ai envie de dire, des traditions au Mali. Maintenant, on peut apprécier de différentes manières. Oui, la proportion. Je ne sais pas comment vous faites les statistiques, comment vous faites les proportions. Je n'ai pas de statistiques devant les yeux, donc je ne vais pas me lancer dans ça. Et je dirais tout simplement, ce qui est important pour moi, c'est le résultat. Oui. Et si le résultat est bon, qu'on soit porteur d'uniforme ou pas porteur d'uniforme, quel que soit le niveau de responsabilité qu'on a, et si c'est bon, on doit apprécier. Si ce n'est pas bon, on doit dire que ce n'est pas bon. Okay. Parce qu'après tout, on confie des fonctions pour avoir des résultats à la clé. Et ce n'est pas parce qu'on est civil qu'on doit être plus tolérant ou parce qu'on est militaire qu'on ne doit pas juger. Okay. Donc chacun doit être jugé en fonction des missions confiées, quelle que soit la couleur de la vie qu'on porte. On a déjà une autre conséquence de ça, c'est qu'en réalité les rangs sont dégarnis au front. Donc
Ça, c'est déjà une conséquence avant même de voir les résultats. Donc, nous sommes malheureusement au terme de ce débat. Nous allons nous retirer pour procéder à notre traditionnelle délibération. Bon, je ne vais pas être... Non, moi j'ai une motion. Non, j'ai une motion. Une motion. Parce que je pense que ce tribunal peut-être est incompétent pour juger le général. Oui. Ah, est-ce qu'on ne faut pas renvoyer l'affaire? Il est président de la Ligue démocratique. Ce n'est pas le général qui comparait. Ce n'est pas le général qui... Le tribunal ne va pas fuir ses responsabilités. Ce n'est pas le général qui comparait. Il ne faut pas renvoyer l'affaire devant une autre juridiction. Le général avait toute la latitude de récuser le jury. Il avait toute la latitude de récuser le jury. Allez-y, Abdraman. Bon, je ne veux pas être trop rigoureux envers le général, mais vraiment j'ai été déçu. Et je n'ai pas trouvé l'homme et l'invité que j'attendais et que j'ai eu à pratiquer par le passé. J'étais davantage déçu quand la dernière question lui avait été, ou bien l'avant-dernière question lui avait été posée, de dire les grandes lignes de son programme. Il a parlé de tout sauf de ce qui préoccupe réellement les Maliens. Il parle d'éducation, d'aller éduquer l'ensemble des Maliens. Alors que nous vivons dans une situation sécuritaire, on ne peut même pas accéder à l'ensemble des Maliens pour les éduquer. Donc je m'attendais à quelqu'un qui est passé par les sérails que nous connaissons, qui nous parle de cette situation insécure que nous vivons, où les populations ne peuvent pas se déplacer, et beaucoup d'autres conséquences. Oui, votre verdict, ça fait. Mon verdict, c'est que je ne vais pas être très rigoureux, mais je le mets en sursis. Chana. Bon, incompétent pour juger général. Oui, je pense que le tribunal est incompétent pour le juger. Et dès l'entame, je l'avais dit qu'il est spécialiste de quelqu'un qui évite de répondre aux vraies questions. Et je pense qu'il m'en a donné aujourd'hui encore cette certitude. Parce que c'est vrai, il est très intelligent, très éloquent. Il sait se défendre. Mais en évitant les questions, il ne répond pas aux questions. Lui-même a des questions à son niveau, il a des réponses à son niveau, il voudrait qu'on lui pose des questions afin qu'il sorte les réponses déjà préparées à son niveau. Ce n'est vraiment pas le jeu du grand jury. Ça peut s'apparenter à un procès d'intention. Non, pas du tout. Oui. Plusieurs questions ont été posées ici, évitées, ou lui-même a commenté ces questions, ou avec souvent des pics que nous acceptons parce que nous en faisons également. Il n'y a pas de problème au général, c'est les règles du jeu. Comme je l'ai dit, comme il est général. Oui, comme il est vraiment, général. Je pense qu'on ne peut pas condamner un général à travers ce tribunal. Vraiment, il y a des circonstances atténuantes qui me permettent, moi, personnellement, vraiment de l'acquitter. Général, au bénéfice de ces observations et de ces... En tout cas, tous ces commentaires, le tribunal a décidé de vous accorder de larges circonstances atténuantes en procédant purement et simplement à votre acquittement. Votre dernier mot? Juste un mot de remerciement. C'est un acquittement qui sera vraiment... Un mot de remerciement et dire que tout le plaisir a été pour moi d'être sur le plateau. Oui. Et remercier tous les trois. Aussi remercier tous les spectateurs qui ont pris leur temps d'écouter ce débat et qui vont revoir aussi ce débat. Et en disant que je reste à disposition pour d'éventuels débats. Je vous remercie. Ainsi prend fin ce numéro de votre émission qui recevait le général Moussa Sinko, aujourd'hui président de la Ligue démocratique pour le changement, acteur majeur également du mouvement du 5 juin. Merci à vous de nous avoir suivis et à notre numéro de votre émission Grand Jury, téléspectateurs de la région de Dioïla, et également de Ségou également. Clin d'œil à vous et à un autre numéro de votre émission, le Grand Jury.